La guerre des États-Unis et d'Israël contre l'Iran est déjà absolument déclenchée. Mais surtout, maintenant, la partie américaine, en premier lieu, ne l'appelle pas une guerre, mais une opération spéciale. Est-ce qu'il leur manque le mot militaire ou le mot spécial? Parce qu'en réalité, Donald Trump mélange les termes opération militaire, opération spéciale. Voyons s'il va finir par réunir les trois mots à un moment donné. Quoi qu'il en soit, nous sommes ici pour commenter les similitudes très évidentes entre ce que la Fédération de Russie a commencé à mettre en œuvre sur le territoire de l'Ukraine. Et aussi les différences, bien sûr il y en a beaucoup, et ce que les États-Unis et Israël sont en train de faire actuellement sur le territoire iranien. Il y a des différences, je le répète, absolument évidentes, mais il y a aussi des similitudes qui sont soulignées, en fait, depuis le territoire même des États-Unis. Nous commençons donc avec cette émission spéciale entièrement consacrée aux opérations militaires spéciales dans différentes parties du monde. Lorsque la Fédération de Russie a lancé son opération militaire spéciale en Ukraine, beaucoup ont éclaté de rire. Ils ont dit que c'était une guerre. Même beaucoup de personnes en Occident, y compris beaucoup qui soutiennent actuellement la guerre de Donald Trump contre l'Iran. Et ils l'appellent effectivement, tout comme Donald Trump, une opération militaire. Je répète, je ne l'ai pas encore vu assembler ces trois mots, mais je l'ai vu faire référence à la guerre qu'il mène de manière absolument ouverte et absolument criminelle contre l'Iran et qu'ils appellent maintenant opération militaire. Donald Trump lui-même a déjà cité Vladimir Poutine à plusieurs reprises. Aujourd'hui, je suis restée bouche bée, complètement stupéfaite. Parce que, franchement, je me suis demandé comment est-il possible qu'ils parlent en ces termes de ce qu'ils font en Iran? Et comment est-il possible que cela me rappelle autant ce que la Fédération de Russie est en train de faire sur le territoire ukrainien, au moins en termes de discours? Les objectifs de l'opération militaire seront atteints, pourrait dire Vladimir Poutine. Mais en réalité, il s'agit là d'une citation presque littérale de Donald Trump qui la répète maintenant sans cesse. Et en plus, il y a d'autres sortes de phrases que nous allons analyser maintenant de façon beaucoup plus détaillée. Il y a une différence claire, et bien sûr, je veux la mettre en évidence dès maintenant, où, d'une part, nous parlons d'un conflit qui vient protéger non seulement la souveraineté de la Fédération de Russie, mais surtout la population civile du Donbass. Je vous rappelle qu'elle se trouve effectivement sur le territoire ukrainien et qu'elle était attaquée en Ukraine depuis 2014. En Iran, cette population américaine, qui aurait été attaquée depuis l'année de la Polka, n'existe tout simplement pas, donc il n'y a aucune justification. Maintenant, il parle d'armement nucléaire. Maintenant, il parle de Kiran, qui représentait une menace pour les États-Unis, mais ici, je crois. Toute personne qui connaît un minimum de géopolitique comprend parfaitement que les raisons profondes et les raisons ultimes derrière chaque conflit et derrière chaque opération spéciale sont en effet bien différentes. La Fédération de Russie a essayé par tous les moyens d'éviter cette guerre et n'a attaqué que lorsqu'elle l'a vue absolument inévitable et parce que la population civile du Donbass souffrait de plus en plus. Cela, si vous voulez plus de détails à ce sujet, vous pouvez consulter les vidéos disponibles sur ce sujet sur ma chaîne. Mais en revenant au sujet des similitudes, il y a aussi des vidéos sur la chaîne. Il y a plusieurs vidéos que j'ai consacrées de manière assez critique à la Fédération de Russie et je vous ai expliqué en détail. Pourquoi l'opération militaire spéciale au début ne s'est-elle pas déroulée exactement comme beaucoup de hauts gradés militaires l'avaient imaginé? Bien sûr, il appartient à la Fédération de Russie de connaître les raisons profondes derrière ce changement de plan, car dès le début, il aurait certainement été possible de terminer. Eh bien, c'était prévu. Je ne peux pas vous assurer que cela venait du Kremlin, mais je peux vous dire, en toute connaissance de cause, que de nombreux généraux de la Fédération de Russie pensaient
que cette opération militaire spéciale durerait très peu de temps et atteindrait ses objectifs en quelques jours. Si l'un des paris clés était précisément le même que celui qu'est en train de faire l'Iran, eh bien l'Iran, les États-Unis en Iran. En ce moment, cela veut dire qu'ils attendaient. En Russie par rapport à l'Ukraine, tout comme aux États-Unis par rapport à l'Iran, ce serait la population civile elle-même qui finirait par mettre un terme au régime alors en place. Ce serait donc la population civile elle-même qui finirait par aider les pays qui intervenaient dans la région. D'un côté, la Fédération de Russie, de l'autre côté, je le répète, les États-Unis. Dans le cas de l'Iran, ce pari était donc bien plus impensable dans le cas de la Russie. Ceux qui ont travaillé avec les différents agents sur le terrain ont assuré au commandement militaire au plus haut niveau que la population les attendrait presque avec des fleurs. Et même s'il y a beaucoup de gens en Russie qui se sentent profondément russes, beaucoup n'ont pas agi par peur, d'autres ont fini par douter, et les troisièmes ont fini par décider, également par peur. Je pense qu'en fin de compte, ils ont décidé qu'il valait bien mieux quitter le territoire ukrainien et partir directement. En définitive, quoi qu'il en soit et quelle qu'en soit la raison, au final, la population ukrainienne n'est pas sortie dans de nombreux endroits pour accueillir la Russie avec des fleurs et en ouvrant les portes de la capitale. Et cela non plus n'a finalement pas eu lieu en Iran. Nous n'allons pas analyser ici les causes les plus profondes. Mais ce qui est certain, c'est qu'en ce moment même, depuis les États-Unis, ce qu'ils ont planifié, cela a été dit en fait, non seulement par Donald Trump à plusieurs reprises, il a été dit depuis Israël par exemple, que ce serait une opération de 4 jours et qu'en 4 jours, ils élimineraient toute la direction iranienne. Qu'à partir de là, tout serait facile et sans problème. Et en ce moment même, ils se rendent compte qu'ils devront s'engager dans au moins 4 semaines de combat. Et qui dit 4 semaines pourrait dire 4 mois, et qui dit 4 mois pourrait dire 4 ans. Bien sûr, dans ce sens, la Fédération de Russie a une tâche bien plus importante. La Fédération de Russie, je pense qu'en fin de compte, beaucoup de généraux comprenaient et avaient un plan B depuis les États-Unis et Israël. La différence, une de plus, c'est que le plan B, je ne sais pas exactement s'il a vraiment été envisagé à un moment donné, on a trop misé sur une entrée absolument glorieuse. Maintenant, Donald Trump dit qu'ils n'ont pas encore déployé toutes leurs forces et qu'une fois qu'ils le feront, l'Iran se mettra à genoux. Mais la vérité, c'est qu'au vu de l'état d'esprit de la population et de la réponse que l'Iran montre actuellement sur le terrain, il ne semble pas que cela va se produire. De plus, ici aussi on essaie d'imiter ce que fait la Fédération de Russie. Nous ne parlons plus seulement du nom d'opération spéciale, nous parlons aussi d'objectifs qu'ils ont fixés et pour lesquels ils assurent qu'ils ne quitteront pas l'Iran tant qu'ils ne seront pas entièrement atteints. Nous ne parlons plus seulement d'une justification qui porte principalement sur la souveraineté et sur la sécurité des États-Unis, ce qui est particulièrement culotté. Excusez-moi de parler aussi franchement, mais en réalité, là où les États-Unis voient une menace, il ferait peut-être mieux de se regarder dans le miroir. Il n'est pas clair qui représente la plus grande menace. Pour qui ? Si ce sont les États-Unis, ou plutôt Israël qui représente une menace pour l'Iran, ou si c'est l'Iran qui représente une menace pour les États-Unis et Israël. Eh bien, j'ai ma propre théorie à ce sujet, mais j'aimerais beaucoup lire la vôtre dans les commentaires. Ce qui est certain, c'est que les États-Unis, d'une certaine manière, ont passé tellement de temps à négocier avec l'Amérique latine. La Fédération de Russie semblait le faire. Pas pour parvenir à un quelconque accord ou à une quelconque réalisation ultime de la paix en Ukraine. Mais presque, elle l'a fait pour copier Vladimir Poutine, l'argumentaire. Parce que maintenant, la prochaine fois que vous entendrez Donald Trump parler, faites attention, s'il vous plaît, à ce qu'il dit. Faites attention, s'il vous plaît, à la façon dont il le dit. Et pensez-y. Quelles sont les phrases que la Fédération de Russie a le plus souvent prononcées à propos de l'opération militaire spéciale qu'elle mène en Ukraine ?
Les histoires incroyables de Donald Trump sur le déroulement de la guerre valent-elles vraiment la peine d'écrire un livre à ce sujet? L'Iran possédait des missiles capables d'atteindre l'Europe et aurait bientôt obtenu des missiles capables d'atteindre les États-Unis. Les États-Unis détruisent les missiles iraniens ainsi que leur capacité à en produire de nouveaux. Nous avions prévu de terminer l'opération en 4 ou 5 semaines, mais nous avons la possibilité de la prolonger beaucoup plus longtemps, de la prolonger bien davantage. D'abord, je vous rappelle qu'il s'agissait de 2 ou 3 jours. Maintenant, on parle de 4 semaines et cela pourrait encore se prolonger. En effet, même si la Russie n'a jamais communiqué de date exacte, car ce n'est pas la manière habituelle d'agir de ce pays. Je répète, et j'insiste ici sur le fait qu'il y avait beaucoup de personnes de haut niveau qui pensaient que cette opération ne durerait que quelques heures et qu'on l'accueillerait avec des fleurs en Ukraine. Et à partir de là, je répète, tout serait facile et sans problème. Nous sommes très en avance sur le calendrier pour l'élimination des dirigeants iraniens. En réalité, depuis la Fédération de Russie, ils n'ont jamais attaqué les dirigeants ukrainiens. Et ils ont agi d'une manière infiniment plus légale que ce que font les États-Unis. Je suis très fier d'avoir fait échouer l'accord nucléaire avec l'Iran afin d'empêcher ce pays d'obtenir des armes nucléaires. Pendant près de 47 ans, l'Iran a attaqué les États-Unis et tué des Américains avec des engins explosifs placés en bordure de route. Regardez, n'est-ce pas? Quelle similitude cela a-t-il? Ceci, dans sa grande majorité, est une image absolument exagérée et inventée par Donald Trump. Quelle similitude cela a-t-il avec l'image absolument réelle d'une Ukraine qui a attaqué une population d'origine russe, une population qui se considérait comme russe dans le Donbass, une population qui ne pouvait même pas, du point de vue ukrainien, parler russe, du point de vue ukrainien, même pas le russe. En aucune façon célébrer ses racines, ni non plus maintenir des liens avec la Fédération de Russie, des liens que, en fait, l'Ukraine elle-même voulait couper. Nous pouvons lancer une guerre à grande échelle contre l'Iran, je peux envoyer des troupes terrestres sur son territoire, je ne l'exclus pas. Ici, Donald Trump est clairement, je pense, en train de bluffer. Bien qu'il puisse effectivement envoyer des troupes, cela ne peut certainement pas être nié, mais les conséquences seraient absolument terribles. Il ne semble à aucun moment qu'il les ait calculées avant d'entrer en combat. Même si je crois, il s'est laissé trop influencer par Benjamin Netanyahou et par ce qu'on lui a dit depuis les États-Unis, qui serait effectivement ce qu'on a dit depuis Israël aux États-Unis. Cela veut dire qu'en effet, cela finirait par être une guerre absolument victorieuse. Il est évident que les deux opérations sont radicalement différentes en termes de conséquences, mais il est aussi absolument évident que les États-Unis essaient maintenant de copier la Russie. Ce qui constitue l'abécédaire des raisons et l'abécédaire des conséquences de cette guerre, regardez la dernière, qui va vraiment vous laisser bouche bée. Quand je l'ai vue, j'ai dit « je n'arrive pas à y croire ». Nous n'avons pas commencé cette guerre, mais sous le président Trump, nous allons la terminer. Oui, en effet, ces mots. Nous n'avons pas commencé cette guerre, mais nous allons la terminer. Cela ne vient pas de la Fédération de Russie, mais ce sont des paroles que le nouveau ministre de la guerre des États-Unis, M. Pete Hegseth, a récemment prononcées. Il a ainsi fait référence à ce que, désormais, les États-Unis n'appellent plus une guerre, mais une opération militaire. Et en effet, depuis la Russie, en Ukraine, il y a de nombreuses raisons de considérer que ce qui se déroule est une opération militaire. Des raisons réelles, d'une importance considérable. Mais depuis les États-Unis et Israël, ce qu'ils ont commencé en Iran de manière absolument conjointe, avec des bombardements qui vont maintenant finir par devenir de plus en plus indiscriminés. Et qu'en fin de compte, il n'y avait aucune raison valable derrière pour commencer cette opération militaire. Maintenant, ils essaient de minimiser l'importance et en plus, ils essaient de se joindre aux justifications et explications de la Fédération de Russie concernant le conflit en Ukraine.
Des justifications et des explications qu'ils ont fini par rejeter presque complètement à l'époque. Ils s'en sont moqués et ils ne voulaient pas seulement les nier, mais ils essayaient toujours de les utiliser pour montrer que la Russie était un régime terrible, qui ne faisait que multiplier le mal dans le monde et surtout contre l'Ukraine. Maintenant, ils font des choses infiniment pires. Je répète, sans aucune raison. Cela n'a rien à voir avec la protection d'aucune population civile en Iran. Ils sont censés protéger les Iraniens eux-mêmes, mais cela n'a absolument aucun rapport avec les États-Unis. C'est comme si la Fédération de Russie décidait de protéger la population américaine en affirmant qu'elle traverse ses pires moments sous le gouvernement de Donald Trump. Comme si la Russie faisait la même chose en Israël, et pourtant elle aurait encore plus de raison, car il y a une importante population russe en Israël. Mais en définitive, je trouve ces similitudes très curieuses, surtout les similitudes dans le discours, ou plutôt des phrases absolument copiées par les États-Unis. À la Fédération de Russie, merci. C'est que cela, au-delà d'être intéressant, au-delà d'être curieux, je pense que c'est absolument historique. Parce que sur certains points, ils utilisent littéralement presque les mêmes arguments que la Russie dans son opération spéciale. Et cela, eh bien, on arrive à un point vraiment remarquable et notable où même pour justifier une guerre, ils ne parviennent pas à être originaux. Au sein de l'OTAN et compagnie. Eh bien, dans ce cas particulier, aux États-Unis, qui sont, eh bien, quand ils le veulent, ils sont médiocres pour tout, absolument tout.